Bonjour, donc je suis Alexandre Monin, je suis chercheur au centre de recherche d'INRIA Sophia Antipolis. Je suis également membre du réseau d'experts de la mission Etalab qui s'occupe de l'open data en France et je vais vous parler dans quelques instants d'ontologie du web, savoir qu'est-ce qu'il y a sur le web, des fichiers, des pages ou autre chose. En l'occurrence, je pense, des ressources, et je vais essayer de montrer en quoi l'activité des architectes du web qui a consisté à répondre à cette question, finalement, interroge l'activité des philosophes qui eux-mêmes posent des questions ontologiques, mais sans forcément thématiser leur propre activité. Voilà. Le travail que je vais vous présenter là aujourd'hui est un travail en cours qui a déjà commencé, en fait, pour être très précis, il y a maintenant 5 ans. Donc ça fait un petit bout de temps. Il a commencé suite à une conférence à mon invitation à la Sorbonne dans l'amphi-gestion qu'avait donné Pierre Livet lors d'un événement que j'avais organisé qui était la première conférence consacrée au web et à la philosophie, PhiloWeb 2010, qui était une coopération qui demeure encore, je pense, à ce jour inédite entre la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne et INRIA, déjà à l'époque. Et Pierre Livet avait exposé une première version d'un argumentaire visant à préciser un petit peu une forme d'ontologie pour le web, ou plutôt à tirer pour la philosophie les leçons du web que nous enseigne le web en matière d'ontologie. Évidemment, je vais essayer de préciser tout ça, sachant que depuis, Pierre a publié un article dans un numéro de métaphilosophie que j'ai coordonné, qui a été repris dans l'ouvrage Wiley, publié chez Wiley, dont parlait Alexandre, et que nous avons publié tous les deux un article dans la revue Intellectica qui portait notamment sur cette question, mais c'est une réflexion en cours puisque nous allons à nouveau présenter une nouvelle itération de celle-ci ce mois d'avril, à l'université de Nice, donc tous les deux. Donc c'est un travail qui s'étale maintenant sur plusieurs années, mais qui, je pense, commence à devenir mûr, et donc je vais essayer de vous le présenter, tâche qui n'est pas nécessairement évidente. Alors, pourquoi parler d'ontologie du web, plus ici que d'ontologie sur le web? D'emblée, je vais écarter une mauvaise interprétation de ce titre. Évidemment, on parle beaucoup des ontologies au sens des ontologies informatiques. Moi-même, j'ai travaillé sur cette question. On parle des ontologies informatiques, notamment en ingénierie des connaissances. Et à vrai dire, c'est une notion qui a été importée en 1980 par John McCarthy, le créateur du terme intelligence artificielle, et en partie de la discipline, du moins sur son versant logique. Et John McCarthy reprenait en fait ce terme à Quine et à la conception quinienne de l'ontologie. Et pour lui, l'ontologie, c'était ce qu'il y a, un domaine d'objets, ce qu'il y a dans un domaine d'objets. Et l'idée était à ce moment-là de formaliser un domaine d'objets, notamment pour faciliter le raisonnement, les inférences et notamment des systèmes de décision. Donc, modéliser logiquement des situations afin justement de permettre à des machines de prendre des décisions en fonction de ces situations, de changer les situations en question et de reprendre des décisions, et donc un petit peu comme ça d'itérer encore et encore. Je ne reviens pas sur ce projet en lui-même, si ce n'est pour effectivement préciser qu'au-delà même de Quine, moi j'ai terminé un travail là-dessus assez récemment qui va paraître dans la revue Les Cahiers philosophiques. Au-delà même de Quine, je crois que le grand ancêtre de la notion d'ontologie telle qu'on l'entend dans le domaine de l'ingénierie des connaissances, donc formaliser finalement des connaissances au moyen de la logique, formaliser des expressions et permettre à des machines de cette manière de les manipuler afin d'effectuer des inférences, eh bien, cette conception finalement de l'ontologie, au-delà même de Quine, et ce que Quine discute quand il parle d'ontologie, en fait, ce sont les positions de Carnap. Et je pense qu'on a tout à gagner à essayer de comprendre un petit peu ce mouvement qui a fait qu'on a parlé d'ontologie informatique et des formalismes qui leur sont associés, des formalismes logiques qui leur sont associés, de la pluralité des formalismes logiques qui leur sont associés, en revenant à la figure de Carnap. Ceci étant dit, Carnap n'avait pas, lui, en tant que philosophe, véritablement d'ontologie.
là, les positions anti-métaphysiques qui étaient en fait plutôt, qui doivent plutôt s'entendre comme des positions anti-absolutistes. C'était tout sauf un philosophe absolutiste. Il y a des lectures contemporaines de Carnap qui en font un philosophe même pragmatiste, et je suis tout à fait prêt à adhérer à cette vision. Un philosophe par ailleurs extrêmement important pour comprendre le monde numérique actuel, aussi bien le web sémantique que ce qu'on appelle aujourd'hui le data mining, dont il peut, à bien des égards, même si ce sont des approches concurrentes, être considéré comme un grand ancêtre. Mais je ne vais pas m'engager sur cette piste aujourd'hui. Néanmoins, on peut considérer qu'effectivement, il a cherché à ne pas poser de questions ontologiques et laissant finalement les questions ontologiques, leur accordant le statut de questions externes, externes à nos cadres linguistiques, et donc qui n'étaient pas des questions que l'on pouvait théoriquement poser. Je vais ici, d'une certaine façon, essayer de poser des questions externes, telles que les aurait malheureusement rejetées Carnap, mais l'âge actuel est un âge beaucoup plus métaphysique que l'époque qu'a connue Carnap. Et donc, la question qui va m'intéresser ici, aujourd'hui, ça va être de prendre au sérieux le mot ontologie au-delà des ontologies informatiques et au-delà du lien entre ontologie informatique et ontologie philosophique, lien qui existe, qui est contrasté, qui est complexe, que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui, pour me demander s'il y a une ontologie, pas des ontologies informatiques, une ontologie au cœur du web. Et d'emblée, par ontologie, ici, évidemment, je voudrais écarter un contresens à travers l'utilisation du mot ontologie, dans la mesure où, généralement, on fait, à tort, je crois, remonter l'ontologie à Aristote. Aristote est évidemment l'auteur d'une métaphysique, de classification arborescente, qui ont été reprises par la suite sous la forme d'arbres connus comme étant les arbres de Porphyre, qui ont exercé évidemment une influence très grande, notamment dans le domaine des sciences. Mais le mot ontologie lui-même, en tant que tel, n'apparaît qu'à peu près 2000 ans plus tard, sous la plume, dit-on, débat autour de cette question, mais de deux philosophes, Laurardus et Goclenius, qui sont reconnus un petit peu comme les ancêtres, notamment aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à nouveau à ces questions d'ontologie. Et l'ontologie apparaît bien davantage comme une théorie de l'objet. Et c'est en ce sens-là que je vais interroger aujourd'hui le web, afin de voir s'il y a au cœur du web une théorie de l'objet, et si en creusant cette théorie de l'objet, elle peut nous dire quelque chose justement au-delà du web, du statut des objets en général, mais également au-delà du web concernant la manière dont les philosophes conçoivent leur activité en tant qu'ontologues, en tant que métaphysiciens. Donc partir finalement, non pas imposer au web une grille de lecture philosophique, mais essayer de comprendre à travers les développements du web et à travers l'activité d'ingénierie qui est celle des architectes du web, ce que Tim Berners-Lee a appelé une ingénierie philosophique. Tim Berners-Lee, donc le créateur du web, essayer de comprendre en quoi cette ingénierie philosophique, finalement, interroge, questionne la posture traditionnelle des philosophes lorsqu'ils parlent d'ontologie. Ça, c'est une question aussi que pose Pierre Livet dans ce travail. On la pose, je pense, tous les deux de manière un petit peu contrastée, mais cohérente. Par ontologie, ici, je veux notamment entendre ce que Jocelyn Benoît a appelé parfois une science de la référence, la théorie de l'objet comme une sorte de science de la référence, et l'idée étant finalement que quelque chose pointe vers un objet et qu'il s'agit d'élucider le statut de cet objet. On va voir que cette manière d'envisager les choses convient parfaitement au web, où effectivement, au cœur du web, on va trouver un système de nommage qui a des propriétés tout à fait intéressantes, qui va désigner des objets qui ont eux-mêmes des propriétés tout à fait intéressantes, et je vais évidemment baser toute ma réflexion sur leur examen. Cette intelligence finalement contrastée de la métaphysique et de l'ontologie n'est pas mutuellement exclusive, dans la mesure où on peut tout à fait imaginer, dans le cadre d'une théorie de l'objet, que finalement cet objet soit l'objet désigné par-dessus tout, soit l'objet éminent de la métaphysique, c'est-à-dire la substance, le substrat, peu importe le terme qui va le désigner ici, mais qui apparaîtra notamment sous une forme chosique par-dessus tout.
en tout cas un composé, disons, de matière et de forme. Et donc on aurait une ontologie ici dont les objets seraient des substances, des choses même concrètes. Évidemment, on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails, mais ici les détails m'importent moins que le mouvement général. Qu'en est-il sur le web? Qu'est-ce qu'il y a sur le web? Ou est-ce qu'il faut poser même la question, quelles sont les choses qui existent sur le web? Est-ce que le web est un espace sur lequel, ou même dans lequel il existe des choses? C'est une question. Est-ce que la question même posée comme ceci a du sens? Généralement, quand on entend répondre à cette question, on prend le web comme étant notamment un hypertexte. Et dans ce cas-là, évidemment, il existe sur le web, ou il existerait sur le web, tout un tas de notions d'objets assez contrastés, mais ayant malgré tout un air de ressemblance les uns avec les autres, même si on voulait les aligner les uns sur les autres, on aurait évidemment de grandes difficultés, puisque parmi ces objets, on aurait le document, le texte, le fichier, etc. Documents, textes, fichiers, qui sont évidemment des réalités qui ont un air de famille, mais qui ne sont pas tout à fait au même niveau. La question se pose ensuite de savoir si ce document ou ce texte lui-même est un texte ou un document numérique, et de savoir également si, en tant que document numérique, les propriétés du document ne sont pas foncièrement bouleversées ou les propriétés du texte, à son tour, ne sont pas foncièrement bouleversées, voire éventuellement rabattues sur du code qui, in fine, serait stocké sur un serveur. Et donc finalement, on pourrait avoir cette idée, c'est une idée du web que l'on a par défaut, que ce qui est visé, c'est une unité relativement compacte du code qui va être téléchargé, qui est situé sur un serveur, auquel on accède grâce à des adresses qui seraient donc les URL, et dans ce cadre-là, finalement, l'objet éminent sur le web, ce serait ce fameux fichier, cet ensemble de lignes de code situées géographiquement, matériellement, sur un serveur et donc mis à disposition. Et là, évidemment, on est dans une intelligence du web qui garde quelque chose de documentaire, même si le document numérique pose évidemment des problèmes à la notion même de document. Je pense aux travaux, par exemple, de Bruno Bachimon qui l'a bien montré. Enfin, on aurait quand même une vision relativement spatialisée, si je puis dire, du web, avec, alors je ne vais pas vous le montrer ici, donc je vais le dessiner rapidement, mais avec par exemple l'utilisateur derrière son navigateur faisant une requête à un serveur, et serveur qui renverrait évidemment un contenu qui serait téléchargé par le navigateur, affiché et lu, décrypté par l'utilisateur. Finalement, le web, ce serait ça. Et on se dit que par défaut, finalement, le web, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Donc je clique sur une URL dans mon navigateur. Étant donné que c'est une adresse, elle va me conduire sur un serveur, et j'ai mon objet qui est sur le serveur, que je rapatrie, que je lis et que je consomme. Cette vision est évidemment séduisante, je l'ai dit, parce qu'elle nous permet justement de spatialiser quelque chose qu'il est en réalité difficile, relativement difficile de spatialiser. Pendant longtemps, je ne vais pas vous montrer là non plus le schéma en question, mais pendant longtemps, on a considéré, d'ailleurs le fait que je parle d'URL en atteste, on a considéré qu'effectivement sur le web, il y avait des adresses qui permettaient d'accéder à des éléments concrets, que ces éléments étaient rapatriés, et donc finalement, on pouvait s'en sortir avec cette vision quasi géographique, une sorte de géographie technique interne du web. Et en parlant d'URL, justement, on a voulu parler d'adresses, de locators. Voilà. Et c'est cet acronyme, l'acronyme d'URL, qui est resté très vivace dans les mémoires. En réalité, dans les standards, donc les URL, vous savez, hein, ce sont les... Hop. Voilà. www quelque chose. Donc ce sont ces adresses http://www quelque chose, ou pas besoin d'avoir www,
mais qu'on met dans le navigateur et qui nous permettent d'accéder tout simplement à des contenus. Et la manière dont on a découpé notamment cette syntaxe, qui en fait est une syntaxe qui se veut universelle, a longtemps suivi justement ce mouvement de localisation, ce mouvement de géographisation, je disais tout à l'heure, des entités du web, afin notamment d'en livrer une version, une vision documentaire, presque bibliothécaire. C'était le web comme grande bibliothèque permettant d'accéder à des contenus en tout genre, de les rapatrier et finalement de les rapporter, de les ramener chez soi. Il suffisait ensuite de les imprimer et puis on les avait rematérialisés comme par magie. À l'appui de cette vision, on a notamment prétendu que cette syntaxe, justement, décrivait par exemple, ici, des chemins d'accès et, en bout de course, un document qui serait, par exemple, ici, alex.htm. Et donc, on aurait une page HTML et on remonterait ici dans une base de données sous la forme d'un empilement de dossiers les uns dans les autres pour retrouver, in fine, un fichier. Et ce serait ce fichier qui serait ensuite téléchargé par son navigateur. Cette vision, en réalité, pose problème dans la mesure où on n'a pas des poupées russes successives permettant en fait de retrouver in fine l'objet recherché qui serait l'objet imminent du web. À commencer par, d'une certaine façon, ici, si j'ai quelque chose .uk, on aurait finalement une indication géographique sur un pays, une indication géographique sur un nom de dossier sur un serveur, une hiérarchie sur un serveur, une base de données d'un serveur, à nouveau une autre hiérarchie, et puis à la fin, l'objet tant recherché. Tout simplement parce que si on commence par le nom de domaine, le fait que le nom de domaine soit enregistré, par exemple, en Angleterre, ne dit rien de la localisation du site web. Il dit juste que le nom de domaine a été enregistré auprès d'une autorité anglaise. Il ne nous dit absolument rien en termes de localisation. Également parce que cette information qui se trouve ici peut tout à fait ne correspondre à aucun équivalent en termes de structure de base de données et être simplement une information datée, une information que l'on donne alors même qu'elle n'a plus aucune valeur, et donc il vaudrait mieux dans ces conditions ne pas indiquer. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais de toute façon, à long terme, il y a de fortes chances que la structure interne du site change plus vite que change très vite, et donc soit on réécrit l'URI mais on la perd, et on perd la ressource qui va avec, soit on la maintient, et dans ce cas-là, l'information qui est écrite à même l'URI, en fait, n'indique rien. Donc autant ne pas la représenter de cette manière. Donc ça encore, c'est non seulement généralement faux, mais ce sont plutôt des pratiques qu'il convient de bannir. Enfin, en ce qui concerne ce dernier élément, loin de représenter ici une métadonnée qui permettrait de comprendre que l'on a affaire à une page HTML, cette indication technique, en fait, est nulle et non avenue dans la mesure où c'est au cours de la transaction entre un client et un serveur que la métadonnée pertinente va être échangée et pas du tout à même l'URI. Pour vous donner un exemple du type de problème auquel cette pratique consistant à ajouter ce détail technique non pertinent peut aboutir, si vous avez un site du type HTTP, c'est un exemple que j'ai déjà vu, http:// quelque chose.asp, vous êtes fondé à dire aux personnes qui vont visiter votre site, attention, je vais changer de site web, ça va devenir http:// la même chose, .php. Un exemple que j'ai vu. Et effectivement, ça change de site. Le site précédent disparaît, tous ces identifiants sont caducs parce que c'est le second site qui a pris la place. Or, le détail de savoir si le site fonctionne en ASP ou en PHP est totalement inessentiel, et donc on peut tout à fait le supprimer et avoir une pérennité beaucoup plus grande de ces adresses, entre guillemets. Donc, ce détail technique, là encore, n'apporte rien, si ce n'est une information qui éventuellement est fausse et surtout qui oblige en réalité, si on veut la mettre à jour, si on veut que cette information technique locale apparaisse à un niveau global, qui oblige à
eh bien, supprimer finalement le premier site, tout simplement, au profit du second. Alors, on peut mettre en place une redirection, on peut mettre en place des éléments de ce type, mais le premier site va disparaître au profit du second. Vous avez eu un exemple similaire avec France Culture. France Culture avait refait l'habillage de son site, mais les ressources, les informations restaient essentiellement les mêmes. Mais étant donné que l'habillage avait été refait, la structure interne du site avait été refaite également, et comme les URL étaient écrites en fonction de la structure interne du site, eh bien, toutes les URL du site précédent étaient devenues caduques, étaient remplacées par le nouveau site. Donc le nouveau site a complètement remplacé le précédent, il n'en est rien resté, et donc tous ces pointeurs qui essaimaient sur le web, sur Wikipédia, dans les bookmarks des utilisateurs, etc., étaient désormais caducs, dénués de toute pertinence. Le résultat a été évidemment relativement clair. Les gens de France Culture ont reçu des lettres d'insultes pendant quelques semaines, étant donné que tous les utilisateurs avaient vu France Culture disparaître du web du jour au lendemain. Donc cette intelligence, je dirais, spatiale finalement du web, elle demande à être largement réinterrogée. Alors, si l'objet éminent finalement du web, ce n'est pas un fichier localisé sur un serveur, grâce à des adresses qui sont les URL, et je rappelle ici qu'on a parlé d'URL, c'est-à-dire d'adresses dans les standards pendant uniquement 3 ans et demi, c'est-à-dire entre 1995 à peu près et 1998, mais tout le reste du temps, on a parlé d'URI, c'est-à-dire d'identifiant. On ne parlait pas d'adresse, on parlait d'identifiant du web. Et suite à la parenthèse qui a vu finalement les URL cohabiter avec les URN, donc des adresses cohabiter avec des noms, les deux ont été fusionnés, comme on le verra, et on parle encore aujourd'hui d'URI, donc d'identifiant du web. On verra là encore pourquoi. Donc, qu'identifie, c'est la question que je me pose ici, si le web est basé sur en fait, un ensemble d'identifiants, la couche première du web, ce sont ces URI, c'est son système de nommage, ce sont ces identifiants. Qu'est-ce que ces identifiants identifient? Et c'est une question qui a très largement préoccupé les architectes du web. J'ai moi-même essayé d'en rendre compte dans ma thèse. Mon collègue philosophe du web, Ari Alpin, a également essayé d'en rendre compte dans sa thèse. Et c'est une question du point de vue de l'architecture du web qui est absolument fondamentale encore aujourd'hui. Une première réponse que l'on pourrait apporter, finalement, serait basée sur le modèle de l'ontologie classique. Si ma ressource, finalement, ce n'est pas le fichier téléchargé, imaginons que ma ressource ce soit bien, la page d'accueil du monde. Pour prendre un exemple un peu éculé. Si ce qui est désigné, ce n'est pas tel ou tel document ou contenu téléchargé ou le code de la page d'accueil du monde tel qu'il est téléchargé par mon navigateur, et pas seulement de la page d'accueil du monde d'ailleurs, puisqu'elle va agréger des contenus issus de sources différentes. Dans ce cas-là, prenons la page d'accueil du monde comme quelque chose de presque abstrait, et finalement on aurait cette abstraction et associé à cette abstraction diverses qualités à des moments différents, T1, T2, T3, et finalement on aurait quelque chose qui ressemblerait un petit peu à une substance à laquelle seraient associés différents accidents au cours du temps. Et donc on pourrait tout à fait imaginer qu'une ontologie finalement de la substance, alors peut-être un peu révisée parce que ce ne serait pas forcément ici un objet concret, mais qu'une ontologie de la substance permettrait finalement de donner au moins une bonne analogie avec l'objet du web, les objets qui sont présents sur le web.
Je ne vais pas le dessiner ici dans le détail, mais la conception de la substance à laquelle je pense ici a été détaillée par Jules Vuillemin dans son livre sur les systèmes philosophiques, où justement il essaye de s'abstraire de la vision de la substance chez tel ou tel auteur pour au contraire reconstruire les différentes positions, l'espace des positions possibles selon lui en philosophie. Et après la prédication idéale, après la prédication de l'idée, viendrait, selon lui, dans un second temps, la prédication substantielle, et il donne une vision de la substance qui est assez proche de ce que je décris ici, avec un schéma en 3 dimensions. Je vous y renvoie, c'est dans son livre sur que sont les systèmes philosophiques, qui a été publié uniquement à ma connaissance en anglais, What are Philosophical Systems, et qui permet d'avoir finalement une vision un petit peu générique finalement de cette notion de substance qui correspond assez bien à ce qu'on voit ici dans la mesure où elle est très largement traversée par cette question de la temporalité et du rapport de ces différents accidents au cours du temps. Mais, je l'ai dit, le problème des substances, c'est que généralement, elles sont adaptées pour les objets qui sont des objets concrets, qui sont des choses, au sens de choses concrètes, des personnes, des chaises, aujourd'hui peut-être des ordinateurs, si on veut concevoir l'ordinateur comme simplement une chose concrète. Voilà. Peut-être les centrales nucléaires, ça semble encore un peu plus compliqué. Peut-être les nuages, là encore, ça semble un petit peu plus compliqué ontologiquement parlant. Les personnes disparues, là encore, ça semble encore beaucoup plus difficile. Le taux de change du dollar, etc., etc., etc. Tous ces exemples sont des exemples qui pourraient pourtant être pris comme objet sur le web et par conséquent, effectivement, questionnent notre intelligence, l'utilisation de la substance comme modèle pour comprendre finalement la nature de cet objet. Parmi les objets également natifs du web, vous avez par exemple mon compte Gmail. Quand vous accédez à votre compte Gmail, littéralement, la ressource à laquelle vous accédez, c'est un déictique. C'est mon compte Gmail. Nous avons tous la même URI et nous accédons tous à notre compte Gmail. C'est comme quand vous dites « je », sauf que le résultat est différent à chaque fois. Donc c'est une ressource qui intègre cette dimension-là. Là encore, difficile d'y voir une substance. Donc pour certains objets, il semble qu'on puisse éventuellement parler de substance. Pour d'autres, ça semble beaucoup plus difficile. L'ontologie contemporaine, notamment l'ontologie de Barry Smith, à laquelle se réfère ici Pierre Livet, notamment parce que cette ontologie tente de jouer un grand rôle dans la manière de concevoir les ontologies informatiques. L'ontologie, on va dire, ce type d'ontologie actuelle va distinguer entre plusieurs grands types d'objets, les endurants d'un côté contre les perdurants, ou les continuants contre les occurrents. On ne va pas poser de distinction ici entre ces deux familles. Voilà. Les endurants contre les perdurants, les continuants contre les occurrents. La différence entre les deux, c'est qu'on aurait ici des objets en 3 dimensions qui persistent dans le temps, alors qu'on aurait ici des flèches temporelles en 4 dimensions qui sont davantage de l'ordre de la performance. Donc on a 2 catégories, finalement 2 grandes familles de catégories, et avec ces 2 grandes familles de catégories, on aurait une ontologie qui nous permettrait bien finalement de parler de tous les objets que je viens de mentionner. Ce serait finalement la réponse à notre inquiétude. Eh bien, si notre substance sur le web, ce n'est pas un endurant, eh bien, ce sera un perdurant. Si ce n'est pas un perdurant, ce sera un endurant. Et donc, d'un côté, on aurait Tim Berners-Lee, Alexandre Geffen, un ordinateur, que sais-je, une chaise, un banc, peu importe. Et de l'autre, on aurait éventuellement le nuage, peut-être la centrale nucléaire, le taux de change du dollar,
ça semble plus difficile. Mon compte Gmail, là encore, ça semble plus difficile. Peut-être la page d'accueil du Monde, ça pourrait éventuellement rentrer dans la case des perdurants, des occurrents. En tout cas, on a certains cas limites qui posent quand même un petit peu question. La limite de cette vision de l'ontologie, c'est qu'elle semble bien reposer sur une vision phénoménale des choses. Ce qui reste le même est opposé à ce qui change. La substance, le substrat est opposé aux accidents, aux qualités, éventuellement aux relations de la chose, mais toujours par référence, généralement par référence à une substance endurante. Donc Socrate est blanc, Socrate est assis, on voit un petit peu ce qu'il en est de Socrate, et puis on peut identifier une qualité de Socrate qui semble visible. Voilà. Et donc on aurait finalement une ontologie à la mesure de notre manière d'appréhender les choses dans le monde, entre des régularités et des changements, et d'essayer d'articuler les deux, comme on articule donc les substances et les accidents, les qualités, les relations, etc. etc., etc. Éventuellement les propriétés universelles et compagnie. À l'origine de cette vision de l'ontologie contemporaine, c'est une thèse de Pierre que je trouve tout à fait intéressante et que je partage. Il y aurait selon lui une reprise un peu déviante en fait de la logique de Frege avec des considérations ontologiques. Logique de Frege pourtant qui était censée rompre véritablement avec la théorie de la prédication. La logique de Frege, je le rappelle, c'est une logique qui est basée sur des notions de fonction et d'argument. Fonction et argument. C'est une logique où, finalement, on a des fonctions qui sont des fonctions insaturées. Voilà, on a un élément ouvert et un élément fermé, l'élément fermé, l'élément ouvert, et l'élément ouvert attend justement un argument pour être satisfait et pour que la fonction soit satisfaite. Or, dans la perspective contemporaine, cet élément, f de x, qui est la fonction frégéenne, devient en réalité tout autre chose. Le x devient une substance, le f devient une qualité. Une qualité qui qualifie une substance. Mais c'est oublier que x n'est pas une substance, x est un parcours de valeurs qui peut signifier aussi bien A que B, que C, etc., etc. C'est un parcours de valeurs. C'est une variable ouverte qui va désigner un parcours de valeurs. Donc on a affaire à tout à fait autre chose si on veut s'en tenir à la lettre de Frege. On va voir que de cette distinction entre l'intention véritable de la logique frégéenne et sa reprise finalement sous la forme d'une ontologie substantialiste aujourd'hui, on va pouvoir tirer une conclusion, une morale tout à fait importante pour notre histoire. Je vais revenir rapidement sur quelques éléments de l'architecture du web qui me semble nécessaire de préciser avant de continuer. J'ai parlé d'URL et d'URN. Je pense qu'il est bon de s'arrêter sur ces notions quelques instants. Elles ne sont pas forcément extrêmement connues. URL, donc Uniform Resource Locator, des adresses uniformes de ressources, ou URN, Uniform Resource Names, des noms uniformes de ressources. Ce sont deux termes qui sont apparus au cours de la première vague de standardisation lancée par le W3C. Donc le W3C, le World Wide Web
consortium créé par Tim Berners-Lee pour assurer la gouvernance technique du web. Et ces vagues de standardisation ont été lancées suite à la création du W3C afin que le web, finalement, existe davantage dans les standards à un niveau de généralité et d'abstraction partagé, mis en commun, finalement, que dans son implémentation. Puisqu'à l'époque, notamment, les fabricants de navigateurs s'amusaient à modifier l'implémentation pour, de ce fait, modifier modifier le web. Il n'existait pas justement de règles communes et donc chaque modification pouvait très largement modifier, faire basculer l'équilibre du web. Je rappelle à cet égard que la balise image a été introduite dans le langage HTML, non pas par Tim Berners-Lee, l'inventeur du langage HTML, mais par Marc Andreessen, l'inventeur du navigateur Mosaic et plus tard Netscape. Et quand Tim Berners-Lee, pour l'anecdote, a su que Marc Andreessen avait proposé d'ajouter une balise image au langage HTML, il a dit « mais vous êtes fous, les gens vont poster des images de femmes nues sur le web », qui était à l'époque une chose très sérieuse qui visait à l'échange de documents scientifiques au CERN. Et évidemment, il avait tout à fait raison. Alors, pourquoi a-t-on décidé à un moment donné, entre 1994 et 1995, de parler d'URL et d'URN? L'idée était qu'avec des URL, on pouvait désigner des choses accessibles. Alors qu'avec les URN, on pouvait désigner des choses inaccessibles. Derrière cette distinction, il y a un corrélat, finalement, qui veut que les pages web, qu'on appelle les pages web, mais d'une expression qui est bien mal choisie, les pages web changent tout le temps. Sont en perpétuel changement. Ce qui est intéressant parce qu'on a l'habitude de présenter le web à l'époque comme un web statique. Or, la motivation qui a amené à parler d'URL, c'était justement que le web était un web qui était tout sauf statique, que les pages web changeaient extrêmement souvent. Donc on ne pouvait pas parler justement d'un web de pages stables. Et de l'autre côté, on aurait non pas des pages web, mais des objets du monde, des concepts éventuellement, ou des œuvres, mais qui seraient en tout cas des objets stables. Et donc on a une répartition ici des propriétés entre les deux qui serait tout à fait cohérente. En réalité, ce sont différents comités qui se sont occupés de la standardisation de ces différents identifiants du web, et donc la cohérence n'était pas vraiment de mise. La difficulté, alors parmi les objets ici, les objets typiques des URN, ce sont des objets tels qu'on les trouve dans le monde bibliothéconomique, notamment avec les ISSN ou les ISBN, des éditions d'œuvres, des œuvres, ce genre de choses. Étant entendu que dans le monde de la documentation, on essaye de stabiliser au plus les œuvres, les éditions pour pouvoir les retrouver, et on n'insiste évidemment pas sur leur aspect éventuellement changeant, problématique ou autre. Donc ce sont des objets volontairement stabilisés dans un environnement, le monde de la documentation, les bibliothèques, les centres de documentation, qui est lui-même, j'allais dire, une sorte de laboratoire du document, laboratoire qui permet de stabiliser le document. Ce n'est pas n'importe quelle portion du monde. Alors, mais tout ceci a posé un certain nombre de problèmes, plusieurs problèmes. Du côté des URL, rien n'interdisait en effet non pas d'accéder à la chose elle-même, mais d'accéder éventuellement à une information à propos de la chose elle-même. Si on considère que les URL
ne concerne que des choses accessibles, eh bien, il faut accéder, dans ce cas-là, à la chose elle-même. Mais rien n'interdisait d'utiliser une URL pour désigner une chose considérée comme étant inaccessible, Tim Berners-Lee par exemple, ou autre chose, mais de donner une information à son sujet. Donc de ne pas donner la chose elle-même, entre guillemets, mais davantage une information à son sujet. À partir du moment où on donne une information à son sujet, au sujet de Tim Berners-Lee d'une chose inaccessible, on peut également donner une information à propos d'une chose accessible. Et de ce fait, la distinction entre choses accessibles et choses inaccessibles sur le web disparaît d'elle-même. Donc, du point de vue des URL, on rencontre une contradiction qui amène finalement, ou qui a amené finalement à leur éventuelle disparition. Du côté des URN, on a rencontré une autre contradiction qui a également amené à leur, si ce n'est à leur disparition, à leur quasi-disparition, dans la mesure où les URN n'étaient pas censés donner accès à quelque contenu que ce soit. Il n'y a pas de protocole pris en charge par le W3C au niveau, par exemple, du protocole HTTP, protocole du web, protocole de transfert sur le web, permettant de garantir que les URN vont donner accès à des contenus. Au contraire, chaque gestionnaire d'un schéma d'URN, ISSN, ISBN ou autre, a pour responsabilité de déterminer, de produire ou non un tel protocole et ensuite de permettre que l'on accède ou non à de l'information à partir de ces identifiants. La question qui a évidemment été soulevée dans ce cas-là était toute simple. Pourquoi ne pas plutôt utiliser une fonctionnalité sur le web qui fonctionne très bien, à savoir justement de permettre d'accéder à de l'information via le protocole HTTP, et pourquoi ne pas associer les URN au protocole HTTP, c'est-à-dire en faire des URL. Et donc, la distinction entre URL et URN, là encore, s'est effondrée d'elle-même et, in fine, URL et URN ont été à nouveau fusionnés en tant que URI, identifiant uniforme de ressources. Et là, on se situe à peu près en 1998. Évidemment, de la conception qu'on se fait des noms propres, adresses, identifiants du web, va très largement dépendre la conception des objets du web. Et donc, la réponse à la question que je souhaite aborder aujourd'hui. Cette fusion entre URL et URN ne s'est pas faite toute seule. Elle a en fait eu lieu dans le cadre d'une révision générale des standards du web, révision que l'on connaît sous le nom de REST, qui correspond en fait au style d'architecture globale du web. Le style d'architecture REST. REST, pour Representational State Transfer, je vais expliquer ce que ça veut dire dans un instant, a consisté en fait en un réexamen des grands principes architecturaux du web. L'idée de Tim Berners-Lee était que le web fournissait l'exemple de principes en termes de design qui était tout à fait intéressant, et que c'était ce qui expliquait son succès, en partie son succès. Et il a confié à un architecte, Roy Fielding, qui est assez peu connu du grand public, mais qui a joué un rôle éminent dans la standardisation du web, il lui a confié le rôle de faire émerger finalement ces principes afin, je dirais, c'est comme ça que j'aime bien présenter les choses, de mieux mettre en cohérence le web avec lui-même. Et par la suite, le web a effectivement été mis en cohérence avec les principes qui avaient été produits pour le mettre en cohérence avec lui-même. Donc les standards ont été réécrits à partir de REST, dans un second temps. Donc, il y a eu un mouvement là de jonction tout à fait intéressant, typique de cette histoire de la standardisation du web. REST va permettre de comprendre le fonctionnement des URI, en distinguant ce qu'une URI identifie et que l'on appelle donc une ressource, mais en qualifiant
en caractérisant cette ressource, en distinguant la ressource de l'état de la ressource, et finalement de l'état représentationnel de la ressource. La ressource, l'état de la ressource et l'état représentationnel de la ressource. Donc, on aurait en fait une ressource écrit Fielding, littéralement. Quand on regarde ce qu'il y a sur le web, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'on trouve des fichiers? Est-ce qu'on trouve des documents? Est-ce qu'on trouve des éléments de ce type? Fielding nous dit non. On va trouver en réalité des ombres. Des ombres ou des concepts, en tout cas des éléments qu'il appelle des ressources. Ces ressources vont avoir des états, ce qui fait que la page d'accueil du monde peut être ma ressource, mais que la page d'accueil du monde à un instant T est dans un état particulier. C'est la page d'accueil du monde maintenant. Elle n'a pas le même contenu que demain ou hier. Et finalement, l'état représentationnel de la ressource, c'est ce qu'on va appeler la représentation au sens du protocole HTTP, c'est ce qui va m'être envoyé lorsque je consulte, lorsque j'invoque la ressource, finalement avec mon navigateur. Lorsque je clique sur une URI, lorsque je sollicite une URI, eh bien, le contenu qui va m'être envoyé, c'est la représentation. Et donc, parler de representational state transfer, transfert, c'est le mot qui correspond au protocole HTTP, qui est un protocole de transfert, eh bien, ça veut dire transfert d'état représentationnel. Transfert d'état représentationnel, ça veut dire que ce qui est transféré sur le réseau, ce sont des états représentationnels de ressources. Et finalement, la réponse de Fielding donc, à la question que nous nous posons va consister à dire qu'une URI identifie une ressource qui n'est jamais accessible en tant que telle, que ce soit Tim Berners-Lee, que ce soit moi-même, que ce soit mon compte Gmail, en tant que tel, ces éléments ne sont pas dans leur intégralité accessibles. Par contre, ce à quoi on va avoir accès, ce sont des états représentationnels qui vont varier dans le temps ou qui même vont varier en fonction d'un certain nombre de paramètres ponctuels dans le cadre de ce qu'on appelle par exemple la négociation de contenu, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Et donc on a l'URI fait référence, si l'on veut, à la ressource, et quand elle rapatrie finalement, elle permet de rapatrier une représentation grâce à la machinerie du web, eh bien on parle de déréférencer une URI. Donc l'URI fait référence à la ressource et elle rapatrie un contenu en le déréférençant. Donc déréférence. Déréférençage, si vous voulez. Alors, évidemment, la réponse de Fielding peut surprendre et lui-même l'indique dans un paragraphe d'un article qu'il a publié en 2002 avec son directeur de thèse, Richard Taylor. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu surprenant de dire qu'au cœur du web, il y a des ombres, ce qu'il appelle lui-même des ombres, car, après tout, comment manipule-t-on des ombres? S'il s'agit d'utiliser le protocole HTTP, qui est un protocole à base de verbes que l'on peut analyser comme étant des actes de langage, sur quoi va-t-on agir? Va-t-on agir sur une ombre? Mais si on agit sur une ombre, qu'est-ce qui techniquement va se passer? La réponse de Fielding est relativement simple. Il dit effectivement, on ne peut pas attendre du fait d'agir sur une ombre que ça nous rapporte quoi que ce soit. Par contre, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va manipuler la ressource, on va toujours manipuler la ressource qui demeure donc inaccessible, incorporelle si l'on veut, à travers ces représentations. C'est la manipulation des représentations qui va finalement faire office de délégation à la manipulation de la ressource. Et on va voir là encore que ça va introduire un biais tout à fait important pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le web, notamment sa spécificité en matière de création d'une attente et sa spécificité également de par la dimension éditoriale, si je puis dire, qui existe sur le web. Alors,
pour essayer de rendre compte finalement du schéma de Fielding, j'ai proposé moi-même de m'appuyer sur l'ontologie des processus qui avait été proposée, je crois, en 2008 ou 2009, dans un livre écrit conjointement par Pierre Livet et Frédéric Neff, qui s'intitule « Les êtres sociaux », qui a été publié chez Hermann. Et c'est un livre qui essaye de rendre compte d'une ontologie du social, d'une ontologie également pour les êtres sociaux, mais également pour les sciences sociales, et qui va mettre au cœur de sa réflexion la notion de processus, mais de processus comme boucle virtuelle. L'idée finalement de Pierre Livet et Frédéric Neff est que nous avons des processus qui commencent par des boucles. Un processus, c'est un point de départ virtuel et un point d'arrivée actuel, ou inversement, et que ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment deux processus se rencontrent. Et qu'à partir de cette rencontre entre deux processus, on peut rendre compte de très nombreux phénomènes sociaux. Donc un point de départ actuel et un point d'arrivée virtuel, et finalement on va voir ce qui se passe dans les deux cas. Cette rencontre entre deux processus, c'est ce que Livet et Neff appellent une qualification, une forme de qualification. Si mon premier processus qui part de l'actuel vers le virtuel, c'est un processus consistant par exemple à faire une promesse, je fais une promesse, donc il y a un élément actuel qui est je prononce ma promesse, élément actuel, et ensuite ma promesse demeure en suspens. Ma promesse crée une attente, l'attente de quelque chose en réalité qu'elle va qualifier. De l'autre côté, on a un élément virtuel qui ne s'est pas encore déclenché, c'est potentiellement, virtuellement, le fait de tenir la promesse, et ce deuxième processus part du virtuel vers l'actuel, aboutit par exemple à une action, et si cette action convient, eh bien, elle va être qualifiée par la première. Donc mon action va être qualifiée par l'attente créée par la promesse, et donc va la satisfaire. Et donc une action va opérer comme la satisfaction d'une promesse, comme la satisfaction d'une attente. Le deuxième processus qui va du virtuel vers l'actuel, va être en fait qualifié par le premier qui va de l'actuel vers le virtuel, et le virtuel qualifiant ici l'actuel. Donc une action donnée, actuelle, va être qualifiée, rencontrer une virtualité qui est le fait de tenir la promesse, et donc va faire office, finalement pas simplement d'action, mais d'action qui permet de dire qu'effectivement la promesse en question a été tenue. Et donc cette ontologie, donc je résume ici vraiment à grands traits certains aspects, m'a semblé tout à fait utile pour rendre compte de ce qui se passait sur le web, dans la mesure où finalement, à travers ce processus, on a effectivement une URI qui pointe vers une ressource, et on a donc de l'actuel vers du virtuel, et on a ici une action qui peut intervenir consistant à potentiellement, virtuellement, solliciter l'URI et qui va aboutir à un résultat, une représentation qui va être générée par rapport actuel, qui va être générée par rapport à la ressource. Donc, il va répondre en fait à l'attente exprimée par la ressource. Si ma ressource c'est la page d'accueil du monde, les représentations qui doivent être générées doivent finalement répondre à cette attente que l'on peut concevoir comme un engagement éditorial. Si je donne accès à des informations concernant François Hollande, un utilisateur qui clique sur l'URI de la page d'accueil du monde pourra à bon droit s'estimer déçu. Et donc au cœur du web, il faut bien comprendre qu'il y a cette notion d'attente qui est semblable à un engagement éditorial et qui fait que paradoxalement, d'une certaine façon, l'élément numérique, c'est-à-dire la représentation qui va être transférée au niveau du protocole HTTP, le numérique, c'est de l'actuel, et cet actuel cohabite avec du virtuel, le virtuel étant le non numérique. C'est toujours, le numérique, c'est une trace, c'est toujours de l'actuel,
la question étant de savoir si dans ces systèmes, il demeure suffisamment de place pour qu'il y ait du virtuel. C'est le cas ici au cœur du web. Ça pourrait ne pas être le cas, mais c'est le cas ici au cœur du web. Donc le virtuel, ce n'est pas le numérique. Le virtuel, c'est l'inverse, si je puis dire. Plutôt, le numérique, c'est l'inverse du virtuel. Le numérique, c'est l'actuel, et le virtuel, c'est ce qui crée l'attente autour, finalement, de représentations qui sont corrélées d'une manière qui n'est pas spécifiée, de la même manière que l'action qui va permettre de tenir la promesse n'est pas forcément intégralement spécifiée en amont. Le quand, le comment, etc. Il y a une latitude très grande. Eh bien, de la même manière, il y a une latitude très grande quant à la manière, finalement, de répondre à cette attente. Des pages d'accueil du monde, aujourd'hui, demain, etc., il y en a eu un nombre, en fait, non dénombrable. Elles sont générées à la volée, elles sont générées au cours de chaque interaction avec l'URI de la page du monde. Et finalement, lorsque je génère aujourd'hui un résultat comme celui-ci, c'est un résultat qui est lié à des éléments temporels extrêmement fugaces. Et donc, il y a des chances qu'il ne soit pas reproduit 2 fois. Vous savez, ce que disait Héraclite est vrai aussi pour le web, on ne navigue jamais 2 fois sur la même page d'accueil du monde. Mais c'est vrai. Elles sont de plus en plus produites à la volée. Donc, on ne verra pas 2 fois la même page d'accueil du monde. Donc, cet élément de créativité et cette ouverture quant à la manière de satisfaire une attente, elle est au cœur du web et elle est très importante puisque elle ne détermine pas une seule forme que peut avoir ici la représentation, qui correspondrait à un fichier. Ce n'est jamais le cas. Et historiquement, il y a des raisons qui, par ailleurs, l'expliquent. Je ne vais pas détailler ce point davantage. Donc, j'insiste ici sur la notion d'attente. Attente correspondant à un engagement éditorial, finalement, qui cohabite avec un engagement computationnel. Engagement computationnel qui est que cette machinerie fait que quand je clique sur l'URI, j'ai un résultat, une représentation HTTP. Cette machinerie fonctionne, on peut appeler ça l'engagement computationnel. Et le fait ensuite ici que la représentation générée soit pertinente par rapport à la ressource, fidèle à la ressource, que les représentations générées soient fidèles à la ressource, ça, c'est ce qu'avec Fabien Grandon et Nicolas Delaforge, nous avions appelé l'engagement éditorial, qui est au cœur, évidemment, au cœur du web. Donc, l'attente, point tout à fait important, presque la promesse, la notion de pertinence, et également l'idée d'une multiplicité, une multiplicité ouverte de représentations qui peuvent satisfaire l'attente générée au niveau par la ressource. Il n'y a pas une réponse correcte, une réponse vraie, et plus encore, si ces réponses sont générées à la volée et ne sont jamais 2 fois les mêmes, vous voyez bien que ça n'aurait pas de sens. Alors, à partir de là, je vais essayer de tirer un certain nombre de conclusions qui vont tenter d'aller plus loin dans cette caractérisation donc, de ce que pourrait être une forme d'ontologie du web. On peut concevoir finalement la ressource qui est inaccessible, comme entrant dans une sorte de dialectique de présence et d'absence, ou de distance plutôt, et de contact entre justement la représentation qui correspond au contact, ce à quoi on accède, d'où l'idée d'un web qui est un web malgré tout d'adresse, un web localisé, et puis la ressource qui est ce web de promesse, ce web non localisé, ce web qui va permettre de qualifier finalement le précédent. Et on a une cohabitation entre ces 2 éléments qui est au cœur du web, sous la forme d'une dialectique tout à fait intéressante. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, mais qui est virtuellement inconnu, je vous promets qu'il est inconnu, qui est virtuellement inconnu en France, qui s'appelle Brian Cantwell Smith. D'ailleurs, vous ne le connaissez pas.
Brian Cantwell Smith, qui est un philosophe, qui pour moi est un philosophe contemporain parmi les plus intéressants, qui est un des pionniers de l'informatique et notamment de la notion de réflexion en informatique, qui a également été un pionnier de l'ingénierie des connaissances sur son versant anglo-saxon, qu'on appelle le knowledge representation, la représentation des connaissances, et qui par la suite est devenu philosophe, à la fois philosophe de l'informatique, mais également on pourrait dire philosophe du monde, c'est-à-dire du monde que présuppose l'informatique en tant que modèle, ou que présuppose la logique en tant que modèle, ce qui est désigné, ce qu'il y a, et qui a essayé de rendre compte justement de notre manière d'appréhender le monde. Et selon lui, je ne vais pas reprendre la citation ici, mais je vais essayer de synthétiser un petit peu son approche. Selon lui, finalement, il y a une différence à faire entre les objets et le monde. Le monde ne vient pas d'abord sous la forme d'objets ayant des bords bien délimités et ayant des bords discrets. Le monde n'est pas discret pour lui. Le monde est d'abord fourmillement, il est continu, discontinu, etc. Mais en tout cas, il n'est pas discret. Et finalement, l'objecthood, l'objectivité pourrait-on dire, a finalement un caractère qui ressemble assez largement au caractère de la ressource. L'objet en tant qu'objet est une abstraction. L'objet en tant qu'objet est une abstraction. Le monde, lui, n'est pas abstrait, mais penser le monde avec des frontières qui sont celles de l'objet, cela constitue déjà une première abstraction. Donc l'objet est abstraction. Et l'objet en tant que tel, entend véritablement qu'objet, cette fois-ci, non pas qu'objet lié à une portion du monde, l'objet est une abstraction, l'objet est inaccessible en tant que tel. Et d'ailleurs, il est inaccessible. Pourquoi ? Pour une raison tout à fait simple, qui n'est pas tout à fait la même que celle de notre distinction de tout à l'heure entre endurant et perdurant, qui est que même si je serre la main là maintenant à Alexandre, je n'ai pas saisi Alexandre dans son intégralité comme élément justement spatio-temporellement étendu. Je n'ai saisi qu'une toute petite partie d'Alexandre. L'idée que j'aimerais mettre en avant, c'est cette idée effectivement que l'objet n'est pas contenu dans l'élément de présence qui se donne. Et en l'occurrence sur le web, il n'est jamais intégralement réductible à une représentation. Une représentation ne sera jamais intégralement une ressource. Ça suppose un niveau d'abstraction supérieur. On a des éléments chez Brian Cantwell Smith qui nous permettent de penser ça. J'aimerais également, éventuellement, essayer d'aller plus loin en posant l'idée que finalement, cette objectivité de l'objet n'est pas non plus limitée à un référent clairement saisissable. Et j'aime beaucoup cette notion pour l'étayer. Il ne s'agit pas ici de prouver, mais d'essayer d'avancer avec cette idée. J'aime beaucoup une notion qu'on trouve chez Étienne Souriau, qui est la notion d'instauration. Je pense à la fameuse conférence sur l'œuvre à faire contemporaine de L'ombre de Dieu, qui a été, je crois, date de 1956, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper. Conférence qui a été republiée récemment suite aux bons offices d'Isabelle Stengers et Bruno Latour, et dans laquelle Souriau explique que finalement, il parle de la table, objet concret s'il en est, et il explique que pour lui, finalement, il n'y a pas simplement la table comme objet physique réductible à un ici et maintenant, un hic et nunc, mais que la table est augmentée, l'existence de la table est augmentée par la table du poète, la table du philosophe, la table du chimiste, la table de l'ébéniste, etc., etc., etc. Et donc, chacun augmente finalement à sa manière, par ses actions, par sa connaissance, par tout un ensemble de choses, l'existence de la table. Et j'aime beaucoup cette idée finalement que le discours du philosophe n'est pas simplement une représentation d'un objet qui reste un objet stable, une espèce de noyau qui idéalement serait un noyau physique, qui idéalement donc pourrait être une substance, mais on a vu que la notion de substance ici posait beaucoup de difficultés, mais de substituer finalement à cette notion une notion d'une sorte d'existence fragmentée, de la même manière qu'on parle d'un esprit étendu, on pourrait parler d'une sorte d'existence ou d'objectivité étendue.
le poète donne plus d'existence à l'objet table, le philosophe donne plus d'existence à l'objet table, etc., etc., etc. Donc au lieu d'avoir un schéma sous cette forme-là, avec un centre qui serait l'objet, et puis des représentations qui convergeraient autour de l'objet, on pourrait tout à fait imaginer avoir quelque chose qui aurait des bords qui ne seraient pas des bords précis. Ce que nous dit Brian Cantwell-Smith, c'est que justement, dans le monde n'a pas de bords précis, donc nos objets ont des bords plus précis finalement que ce dont nous parlons, et qui est par ailleurs, à travers des artefacts, à travers des représentations, mais qui sont elles-mêmes situées dans le monde et qui interagissent avec l'objet, qui s'entre-modifient. Et donc on aurait quelque chose un petit peu sous cette forme-là, qui d'ailleurs pourrait prendre la forme davantage en étant reliés les uns aux autres d'un réseau, et donc éventuellement pourrait mieux correspondre à ce que l'on a en tête généralement lorsqu'on parle du web. Évidemment, il va falloir, pour comprendre ça, interroger la nature de ces relations. Ça suppose de passer non pas outre, mais en tout cas de ne pas absolutiser la distinction entre le référent d'un côté, sa représentation de l'autre. Le référent ici et les représentations qui tournent autour du référent, et de prendre cette distinction, de prendre les représentations comme étant elles-mêmes des éléments qui sont des éléments à l'intérieur du monde et qui donc de ce fait peuvent éventuellement interagir avec cette autre partie du monde qu'est le référent, selon le modèle que j'ai indiqué ici, et de penser que même si cette distinction entre représentation et référent existe, elle n'a pas pour autant à être absolue. C'est comme la distinction entre analytique et synthétique chez Carnap, contrairement à ce qu'a laissé entendre Quine pendant des années. Analytique, synthétique, ce n'est pas une distinction absolue chez Carnap. Il n'y a pas de distinction absolue, je pense, chez Carnap. C'est une distinction utile et qu'il faut évaluer pragmatiquement dans des systèmes donnés. Et elle est relative à des systèmes donnés. Elle n'est jamais absolue. De la même manière, ici, il convient de ne pas absolutiser cette distinction. Donc, on replace, on réintègre la représentation dans le monde avec l'objet qu'elle étend, si je puis dire, littéralement. Ça vient également en opposition avec une vision qui est une vision très largement développée dans le monde de la documentation et du numérique, qui est la vision, ce qu'on appelle un pattern ontologique, l'idée selon laquelle on aurait des œuvres qui seraient des œuvres informationnelles et que ces œuvres seraient réalisées physiquement par des manifestations. Les manifestations physiques réalisent intégralement une œuvre selon un certain nombre de modèles documentaires. C'est le modèle de la réalisation physique d'une information, alors que ici, effectivement, l'idée est que, au contraire, la réalisation ou les réalisations physiques dans leur pluralité n'épuisent pas l'objet, puisque l'objet, finalement, appelle leur multiplication. Alors, si on veut une autre métaphore que la métaphore que j'utilise ici, qui est celle du réseau, pour faire une comparaison avec le web, même si le rapport entre réseau et web est complexe, Andy Clark a l'idée, il représente des éléments comme ça associés les uns aux autres en disant que ce sont des éléments qui sont verrés, si je puis dire, qui sont wormed. Il montre des vers de terre agglutinés les uns avec les autres, en essayant d'expliquer que finalement les échanges qui interviennent ici sont un petit peu de cet ordre. Ils sont extrêmement nombreux, extrêmement imbriqués. Finalement, on ne peut pas vraiment les dissocier les uns des autres. Bon, je laisse ce point de côté. Alors, une fois qu'on a pris, que peut-on dire maintenant?
une fois qu'on a une ontologie de processus qui a été importée des travaux, grâce aux travaux de Pierre Livet et Frédéric Neff, que j'ai importé les travaux de Pierre Livet et Frédéric Neff, une fois qu'on a également les distinctions des architectes du web, distinction entre ressources, état de la ressource et état représentationnel de la ressource, on peut essayer finalement de rendre compte dans une vision non substantialiste des objets du web et finalement de leur caractère largement étendu et du caractère également problématique du référent de ces objets, ce que j'essaierai de montrer à nouveau si j'ai le temps. Donc on va chercher la notion de processus chez des philosophes, on va chercher dans la métaphysique empirique, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, par un examen finalement de l'architecture du web comme un terrain, une ressource de distinction pour la philosophie, on va essayer d'importer ces distinctions et essayer d'en rendre compte à l'aide également, de les préciser à l'aide d'autres concepts issus de la philosophie. Ça soulève également d'autres questions intéressantes pour la philosophie, mais je vais les laisser ici de côté. Le point qui me semble tout à fait important et qui semble également important, je crois, à Pierre Livet est le suivant. D'où viennent finalement ces distinctions? D'où viennent ces distinctions? Alors, certaines ont été importées de l'activité des architectes du web, une activité concrète qui se déploie dans le processus, à même le processus de standardisation. Donc on peut en rendre raison, en rendant raison justement du processus de standardisation. Si on pose cette question à Pierre Livet lui-même, et je pense qu'il se l'est posé d'une certaine manière, la question est, mais d'où vient le concept de processus qu'il a lui-même utilisé? D'où vient le concept de processus qui finalement devient un élément qui va permettre d'expliquer ou de rendre compte, selon moi, de certains aspects de l'architecture du web? Et le fait est qu'en philosophie, on ne pose pas cette question. C'est l'idée de Pierre et que je partage moi-même, mais sur le versant architecture du web, c'est-à-dire en m'intéressant plutôt aux réserves de distinction qu'amènent les architectes du web, alors que Pierre, lui, constate que les philosophes, tout simplement, ne posent pas cette question, c'est qu'en philosophie, l'ontologie en philosophie ne pose pas la question de l'origine des distinctions qu'elle pose. D'où vient la notion de substance? D'où vient la notion corrélative d'accident? D'où viennent d'autres notions qui peuvent jouer le même rôle que celle-ci? Bien, nous ne le savons pas. Et d'une certaine manière, il y a des questions qui sont des questions méta-ontologiques, mais ces questions portent sur l'activité des ontologues, savoir si les ontologues parlent vraiment d'existence ou non. Elles sont rapportées avec plus ou moins de bonne foi à Carnap, au débat entre Carnap et Quine, mais elles ne concernent pas la manière dont les philosophes, finalement, aboutissent à ces concepts. D'où tirent-ils ces concepts qui sont les concepts qui sont censés être expliquer la réalité ultime du monde? Si j'ai un concept qui explique la réalité ultime du monde, on est fondé à me demander d'où vient ce concept, je pense. Mais les philosophes ne répondent pas à cette question. C'est que, pour les philosophes, ce que nous connaissons et les choses que nous connaissons ce n'est pas la même chose. Les choses n'ont pas besoin d'être connues pour être, et parfois même, le fait de les connaître peut éventuellement nous barrer l'accès à ce qu'elles sont. C'est l'idée que finalement, d'un côté, il y aurait une activité épistémique de connaissance et de l'autre côté, une réalité ontologique, et que on aurait là deux questions complètement séparées l'une de l'autre. L'activité épistémique, ce que je connais, et la réalité ontologique, les choses en question. Et donc, disserter sur les choses en question suppose finalement presque de ne pas se poser la question de la connaissance de ces choses. Et donc la connaissance du statut ontologique et non épistémique ne peut évidemment être posée, puisque ce serait une question épistémique, et donc elle doit être, de ce point de vue-là, écartée. On a retrouvé d'ailleurs récemment, depuis quelques années, on trouve cette distinction entre des dimensions épistémologiques, le terme qu'il retient, et une dimension ontologique chez Bruno Latour, qui a cherché à remettre l'ontologie sur le devant de la scène depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment dans Changer de société, refaire de la sociologie, où c'est dit très, très clairement, et depuis
ça continue, notamment contre Kant et une certaine vision, on va dire, de Kant. Et cette tendance, mais qui chez lui reste quand même associée à un véritable travail de terrain et à une enquête justement sur les choses, donc on pourrait dire au déploiement d'une activité épistémique très, très, très grande, cette thèse finalement d'une opposition absolue entre le connaître et l'être a trouvé justement à la fois dans la continuité de Latour et contre lui une expression à travers le développement du réalisme spéculatif depuis quelques années. Et alors, on peut penser aux travaux de Graham Harman, on peut penser aux travaux de Quentin Meillassoux contre le corrélationnisme comme interprétation de Kant. Je ne suis pas sûr que Kant ait été lui-même corrélationniste, mais qu'en tout cas, finalement, tout serait toujours rapporté à une corrélation entre le monde et une connaissance ou un sujet connaissant, etc. etc. Les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées, mais ça permet en tout cas de rendre compte d'un certain mouvement général de la philosophie. Et la tentative qui a été déployée par ces penseurs a été justement d'aller au-delà, notamment via la spéculation. Alors, contre l'enquête, par exemple, qui est quand même très importante chez Latour, avec une question qui se pose, c'est une fois qu'on bannit la connaissance des objets, comment, évidemment, peut-on continuer même à en parler? Comment mener l'enquête sur ces objets, puisqu'il n'y a pas d'enquête à mener sur ceci, dans la mesure où l'enquête va en fait nous barrer l'accès aux objets, parce que la notion d'accès nous barre l'accès aux objets. Parler même d'accès aux objets, d'accès épistémique aux objets, c'est perdre les objets. Donc poser la question de l'accès aux objets, c'est perdre les objets, dans cette perspective. Mais évidemment, comment continuer à parler d'objets dans ce cadre-là, c'est tout à fait compliqué. Donc c'est intéressant parce qu'on partait avec Bruno Latour d'une position qui, en s'appuyant sur les STS, les Science and Technology Studies, essayait de renouveler la perspective de l'enquête de manière empirique. Et Latour parle lui-même de philosophie empirique. C'est également le cas de Anne-Marie Moll, par exemple, qui parle également de philosophie empirique et qui essaye de renouveler la question ontologique à travers une enquête de terrain, une ethnographie de terrain au contact des objets. Et là, finalement, en poursuivant et en trahissant dans un même mouvement cette pensée-là, eh bien, on arrive à des conclusions complètement opposées. Du côté des architectes du web, par contre, la réponse est claire. Comment les architectes héritent-ils de leur type, finalement, de leur grand type ontologique, URI, ressources, état de la ressource, représentation, état représentationnel de la ressource, mais encore d'autres types que je ne vais pas détailler ici, eh bien, au travers d'une activité que l'on peut voir concrètement à l'œuvre dans les standards du web, et que Tim Berners-Lee, disais-je en introduction, a lui-même qualifié d'ingénierie philosophique. Pour qualifier l'activité des architectes du web, Tim Berners-Lee a parlé d'ingénierie philosophique. Parce que, finalement, cette activité conduisait à répondre à des questions qui étaient très largement des questions philosophiques, des questions liées au statut de la référence, du référent, du nom propre, d'autres questions associées, mais en même temps à déployer des réponses qui portent sur le déploiement de systèmes ingénieriaux et donc de systèmes d'artefacts concrets et de standards également, des standards qui permettent de les penser. Évidemment, si on prend au sérieux cette notion d'ingénierie philosophique, si on prend au sérieux les réponses également apportées par les architectes du web, alors il y a matière à se pencher sur le type d'activité qu'ils déploient, puisque eux, finalement, explicitent les types qu'ils produisent, les types auxquels ils aboutissent, et que j'ai essayé de reprendre dans mon explication. L'idée de Pierre Livet, finalement, c'est que la notion classique de référent renvoie à un certain nombre de difficultés. Je ne vais pas les indiquer à nouveau ici. La notion qui est proposée sur le web est une notion sans doute plus complexe. C'est le fait d'associer nos travaux qui nous a permis de nous en rendre compte. Et en tout cas, l'idée pour lui est que finalement,
sur le web, on n'aurait pas... Il faut essayer de penser les choses, non pas en termes d'une ontologie ensembliste, alors qu'on pourrait se dire qu'au contraire, si on a des identifiants qui sont des URI pour toutes les ressources, on pourrait d'une certaine façon avoir une ontologie ensembliste qui serait l'ensemble de toutes ces URI qui identifieraient à chaque fois des objets bien déterminés. Mais puisqu'on a fait intervenir la notion de virtuel pour qualifier la ressource, en réalité, ces objets sont des objets indéterminés. Le virtuel intervient ici pour ajouter du flou à cette ontologie, pour ajouter du vague, pour ajouter de l'indéterminé. Et donc, en réalité, ce n'est pas une ontologie ensembliste qui va nous permettre de rendre compte de ces éléments. Ontologie qui ne va pas être ensembliste, donc contrairement à ce que laisse penser l'utilisation largement répandue des identifiants, mais ontologie qui va en fait être une ontologie d'opération. Alors pour comprendre ce qu'est une ontologie d'opération, qui est une notion que Pierre a introduite ici, mais depuis déjà 2005, on peut essayer de rendre compte comme il l'avait fait en essayant de montrer que finalement on peut très bien imaginer qu'on ait des objets déterminés qui seraient des nombres et qu'à ces nombres seraient associés éventuellement des identifiants qui seraient tous donc déterminés et on aurait l'ensemble de ces nombres. Ou alors on peut imaginer que finalement on se donne quelque chose, je le fais très mal, pardon, on se donne quelque chose comme une accolade ici et une accolade là, et qu'on va se donner un singleton de cette manière, donc un premier ensemble, et qu'en se redonnant ensuite le même élément, en le rajoutant ici, on va pouvoir produire une énumération qui va en fait aboutir au même résultat que le résultat qu'on avait tout à l'heure avec l'énumération des nombres, non pas à travers des objets qui sont des objets déterminés qu'on a énumérés sur un mode ensembliste, mais en se donnant une opération de distinction. On a introduit ces éléments qui vont permettre de distinguer quelque chose d'un singleton. En les rajoutant de manière récursive, on va distinguer autre chose, et en rajoutant à nouveau les mêmes éléments, on va en fait se donner les opérations qui vont permettre de générer les nombres. Et donc, au lieu de se donner les nombres mêmes, on va se donner une opération de distinction qui va nous permettre de les générer. Et donc, le type d'ontologie qui va être proposé ici, c'est une ontologie d'opération, la structure des distinctions qui va importer, et non pas la nature des entités distinguées. C'est grâce aux opérations de distinction que va émerger la nature de ces entités, que vont émerger ces entités elles-mêmes, et non pas des entités qui préexistent sous une forme ensembliste. Et finalement, c'est cette notion d'opération qu'on va essayer de remettre au cœur du web. Si je reprends ici le schéma qu'on avait tout à l'heure, on voit qu'on avait une logique de premier ordre qui était la logique de l'ontologie substantialiste contemporaine où on a le feu te fait un peu, commence à rendre l'âme. On avait f de x, donc qui correspond à un prédicat associé à un élément ici qui en fait est un parcours de valeur, mais on va dire que c'est un argument de la fonction. On a f de quelque chose qui est ici, f de a qui permet de comprendre finalement ce qui va être satisfait par f. Et si on veut comprendre comment f finalement permet de distinguer f de a, de f de b, de f de c et l'ensemble du parcours de valeurs, eh bien en fait, au lieu de devoir se contenter de cette logique du premier ordre, on va devoir avoir par exemple h, on pourrait imaginer autre chose, h de f, on va devoir distinguer à nouveau par un nouveau distingueur le f en question pour comprendre comment lui-même permet de distinguer les éléments qui sont ici. Et donc on va devoir passer à une logique du deuxième ordre pour essayer finalement d'en rendre compte. Parce que je ne rentre pas sur un certain nombre de détails qui sont liés à cette analyse, mais ce qu'on peut dire, c'est que la ressource, notamment, permet de la même manière de distinguer des éléments.
la ressource va jouer un petit peu comme cet élément ici, comme une fonction d'une certaine manière. On aura une ressource là, et puis ici, les états représentationnels qui sont corrélés à cette ressource. Et c'est d'ailleurs cette vision-là fonctionnelle de la ressource, mais tout dépend ensuite de l'interprétation de la fonction qu'on donne. On peut donner une interprétation de la fonction qui est substantialiste ou une interprétation en termes d'opération. Vous voyez bien. Et c'est de cette vision-là fonctionnelle de la ressource que donne lui-même Roy Fielding dans sa thèse sur REST. La ressource, c'est quelque chose qui est corrélé à des représentations au cours du temps. Et finalement, c'est une fonction qui permet de distinguer un certain nombre de représentations au cours du temps et de les distinguer comme pertinentes. Et pour vous donner un exemple justement de cette distinction, et qui fait qu'en réalité, on est obligé finalement pour comprendre un élément ici et à quoi il est corrélé, d'en venir à distinguer davantage la ressource. Donc par exemple, à faire un H de R ici, on peut avoir deux ressources qui sont identiques à un moment donné. Oh, je vais pas mettre comme ça. On a deux ressources qui ont une représentation identique à un moment donné, ici. Par exemple, si on est le 2 avril. Si le 2 avril 2015, je consulte une page web, je n'aime pas parler en termes de page, mais je ne vais pas utiliser des détours sans arrêt, je consulte une page web qui me dit le temps qu'il fait le 2 avril 2015. On me dira qu'il pleut. Si aujourd'hui, le 2 avril 2015, je consulte une page web qui me dit le temps qu'il fait aujourd'hui, on me dira qu'il pleut dans les deux cas. Et donc, on me dira la même chose. D'accord ? Mais demain, pour la page qui me dit le temps qu'il fait le 2 avril 2015, on me dira toujours qu'il pleut. On va dire c'est la même chose. Alors que, de l'autre côté, si on me dit le temps qu'il fait aujourd'hui, eh bien, demain, quand je consulterai cette page, il fera beau, après-demain, il neigera, etc., etc., etc. Donc, on a des trajets virtuels qui se croisent, qui se rencontrent à un moment donné, mais néanmoins, à partir d'un élément comme celui-ci, si on veut comprendre en quoi cet élément finalement diffère, on est obligé de distinguer les ressources l'une de l'autre, et donc de passer à ce niveau-là. Parce qu'à un moment donné, finalement, ces fonctions se rejoignent ici, mais elles redivergent en termes de trajet virtuel à nouveau, éventuellement plus tard. Ça, c'est un exemple qui, en fait, que j'ai adapté, mais qui est un exemple canonique de l'architecture du web, qui porte généralement sur l'État mexicain de Oaxaca, mais comme personne ne sait où est l'État mexicain de Oaxaca, je l'adapte à un contexte plus facile à comprendre. Dans l'ontologie classique, finalement, on a cette idée frégéenne, grosso modo, d'un élément stable et puis d'éléments qui y sont associés. Et on va avoir, par exemple, donc une substance et des qualités, des propriétés, peu importe. Ou alors, on aura, par exemple, des tropes. Et puis, on aura un ensemble de tropes. Donc, des tropes, ce sont des qualités perceptibles, on va dire. On aura un ensemble de tropes, et puis on n'aura pas de substance, mais ce sera un conglomérat de tropes. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on peut, grosso modo, associer ces positions ontologiques contemporaines les unes aux autres dans un même tableau et les rapporter un petit peu à cet élément, à cette révision, finalement, de la distinction entre fonction et argument telle que l'a vu Frege et sa réinterprétation contemporaine dans une visée plus substantialiste. La question étant toujours, finalement, d'où viennent ces distinctions, que ce soit une distinction entre un trope et un ensemble de tropes, que ce soit une distinction entre deux substances, deux substrats ou un substrat et des qualités, etc., etc., etc. La philosophie, finalement, ne répond pas véritablement à cette question. Du côté de l'architecture du web, il est important finalement de répondre à cette question dans la mesure où
sur le web, on va avoir besoin sans arrêt, de faire des distinctions. Les entités sur le web, je vais aller un peu plus vite sur ce point-là, les entités sur le web sont des entités qui en fait apparaissent bien souvent liées les unes aux autres. Dans le fameux schéma de prédication, dans le fameux schéma de Frege sur la référence, si je retrouve mes éléments, on aurait d'un côté Hespérus et de l'autre Vespérus, et qui tous les deux renverraient à Vénus. Mais on a un référent qui est quand même indépendant de ces deux manières d'y accéder et qui est le même référent dans les deux cas. Sur le web, en réalité, Hespérus et Vespérus vont être reliés l'une à l'autre, notamment si vous regardez en fait la manière dont fonctionnent les moteurs de recherche, par exemple les informations qui vont ressortir. Hespérus et Vespérus vont être associés l'une à l'autre, vont être associés à Vénus, mais vont également être associés à Frege. Donc on va avoir finalement non pas un référent qui est un référent que l'on sait être un référent unique sur le modèle que j'avais indiqué tout à l'heure, mais finalement des éléments qui sont en interaction constante les uns avec les autres et qui forment des nœuds comme ça assez inattendus. Et donc finalement, au lieu d'avoir un référent classique dans cette perspective sur le web, on va avoir quelque chose comme Vénus-Frege, un élément associant du Vénus et Frege, Frege finalement parasitant Vénus, et il va falloir rendre compte de cette nouvelle forme finalement d'objectivité. Mais sur le réseau qui va être constitué sur le web, qui va notamment être constitué par Google, qui à la fois associe des éléments les uns aux autres en fonction des liens de citation, mais qui également repondère ces éléments en fonction du trajet des utilisateurs et de leurs préférences, donc qui maîtrise en fait tous ces paramètres et les modifie constamment, eh bien, on va avoir des éléments qui vont être des éléments du type Vénus-Frege, où finalement, tous ces éléments vont être en interaction parce que les relations qu'ils ont les uns avec les autres, en fait, sont des relations constitutives. Donc, au lieu d'avoir un référent classique comme celui-ci, on va avoir une image qui est beaucoup plus proche de celle que j'indiquais tout à l'heure avec ces espèces de vers de terre dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là, je vais juste conclure sur ce point-là. Alors, Vénus-Frege, on peut toujours... Vénus et Frege restent distinguables, mais ils ne sont pas distingués sur le web. Ils ne sont pas toujours distingués sur le web. On va éventuellement avoir besoin d'autres distingueurs pour les distinguer, et ainsi de manière continue. Donc la question qui va être importante, c'est la question de savoir, de dire que finalement dans cette activité, à la fois des architectes du web qui bâtissent le web, et en même temps d'un acteur comme Google qui va permettre aussi de changer la signification des entités qui résident sur le web, eh bien la question c'est de savoir comment ces distingueurs sont rendus explicites ou sont explicites aux yeux de ceux qui construisent le système, mais pas nécessairement explicites aux yeux de ceux qui utilisent le système. Et évidemment, il y a là un enjeu de symétrie tout à fait important. On se souvient qu'initialement, le web était un web de lecture et d'écriture, donc il y avait une modification de ces éléments qui étaient rendus possibles intrinsèquement et accessibles à tous. Aujourd'hui, ces éléments qui cohabitent les uns avec les autres, qui modifient leur sens respectif, voire même leur être respectif, c'est ce que dit Pierre quand il parle de... Si on veut prendre au sérieux la notion sur laquelle meaning is use, on doit dire maintenant being is use, avec cette idée donc de distinction qui permettent de poser des entités différemment. Et donc il y a un enjeu ici de symétrie
entre ceux qui ont les moyens finalement de poser ces distingueurs et de comprendre comment ils émergent et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire ou de le comprendre. Et in fine, alors c'est pour des éléments juste des pistes de réflexion et de recherche, je pense que le travail de Pierre est de continuer à explorer des éléments qui sont liés notamment à des références qu'il a avec qui sont liés aux travaux de Jean-Yves Girard, qui ont largement inspiré cette réflexion. Le travail qui, moi, m'intéresse finalement, c'est en pensant finalement ces entités, qui sont des entités un petit peu étranges, de proposer une espèce de manière d'amender la théorie de l'acteur réseau, parce que ceci, ça ressemble beaucoup à un acteur réseau, sauf que cette fois-ci, on peut essayer de comprendre les processus épistémiques qui ont permis finalement de distinguer cet acteur, alors que dans la théorie de l'acteur réseau, les processus épistémiques sont très largement évacués, au final, pour un dualisme qu'on a retrouvé avec le dernier livre de Bruno Latour, où on a d'un côté des êtres qui ressemblent à des substances, c'est le mode d'existence REP, et de l'autre, la connaissance qu'on extrait de cette substance, qui est le mode d'existence REF, finalement, qui aboutit à un dualisme entre une chose qui a tout d'une chose concrète, mais il n'y a peut-être pas que des choses concrètes dans le monde, et la forme que l'on extrait du monde et qui est de l'ordre de la connaissance. Alors que là, effectivement, on essaye de remettre au cœur de l'existence et de l'ontologie des processus épistémiques, puisque ces processus épistémiques sont pensés eux-mêmes comme des relations constitutives qui donc modifient les entités avec lesquelles elles entrent en relation. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre d'avoir un peu de hauteur sur des questions aussi ordinaires, en apparence, sur ces questions d'adressage. J'ai montré comment, au fond, elles renvoyaient les problèmes ontologiques et les problèmes ontologiques contemporains, puisque ce qui est très impressionnant, c'est le lien qu'il fait entre cette ingénierie nécessaire d'adressage, de nommage, de repérage, et des tendances philosophiques contemporaines, des ontologies plates, des moralistes, des réels spéculatifs. Donc c'est très impressionnant de ce point de vue-là, parce qu'il y a une évidente concurrence, et on ne te demandera pas si Bruno Latour vient du culture web, ou si la culture web vient de Bruno Latour. En revanche, parce que j'avais juste une question, mais parce que c'est un point qui n'a pas du tout ouvert, c'est qu'en fait là tu as travaillé, tu as évoqué ce qu'on peut appeler le web ordinaire. Et pas du tout le web organisé, le web sémantisé, oui. Les outils de création d'ontologie ad hoc, tout à fait. Qui aussi posent des problèmes absolument passionnants. Enfin, nous travaillons au LabEx, il y a de très très beaux projets qui mettent en œuvre des ontologies pour caractériser les textes et ensuite faire le travail de data mining, etc. Est-ce que tu as travaillé sur ces questions-là? Oui. Parce que je fais très bien la réponse, mais et où en est-on de ce web sémantique dont rêvait Tim Berners-Lee et de ces ontologies centralisées? Alors, effectivement, comment dire, dans cette perspective, ici, il s'agit de rendre compte, tu as tout à fait raison de le dire, d'un web ordinaire, dans la mesure où le web sémantique, très largement, consiste à finalement poser des distinctions entre un référent qui est pensé comme un référent, un petit peu ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ce vers quoi tout converge, mais qui est presque postulé, plus grâce justement aux URI que l'on utilise, plus que véritablement on en fait l'expérience. En témoignerait le fait que sur le web sémantique, quand on a deux référents qui sont censés être les mêmes, voire dont on sait qu'ils se ressemblent, mais on postule qu'au niveau du référent, ils sont les mêmes. Par contre, les informations auxquelles on donne accès, qui les caractérisent, ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, on se demande, faut-il poser l'identité au niveau du référent ou l'identité au niveau des descriptions? Et on est ramené à des questions évidemment de philosophie du langage très classiques chez David Kaplan, Saul Kripke, Bertrand Russell, Frege, etc. Questions qui ont été étudiées justement dans le cadre de cette investigation sur le web. La réponse qui est apportée au niveau des ontologies actuelles, la relation qui permet de poser une relation d'identité entre ces référents, c'est la relation all same as. Et cette relation est une relation d'identité logique forte, en fait, qui veut dire que oui, ces référents sont absolument les mêmes. Donc en fait, ils ne sont qu'une seule et même chose. Et on sait bien, en regardant en fait
le fonctionnement réel du web, que cette relation all-same-as est utilisée de manière extrêmement pragmatique. Ce qui pose un certain nombre de problèmes parce que c'est une relation absolue qui est utilisée de manière très pragmatique, un petit peu pour bricoler des relations d'identité entre ces référents, qu'on postule plus véritablement, disais-je, qu'on en fait l'expérience, ou même que les machines qui vont faire des inférences derrière n'en font l'expérience, mais à défaut d'autres relations, on l'utilise. Donc il y a cette espèce de tension entre une relation absolue logique et son utilisation, mais qui fait que le système en fait fonctionne comme ça. Il y a eu une proposition de Patrick Hayes, un des pionniers de l'intelligence artificielle logique, et qui a travaillé notamment sur les standards du web sémantique, en particulier RDF. Il avait proposé l'idée selon laquelle il faudrait imaginer des relations non absolues d'identité. All, almost, same as. Des entités qui sont quasiment pareilles. On pourrait même dire que dans la perspective des distinctions qu'on opère, on ne sait pas si elles sont pareilles parce qu'une est bien distinguée et l'autre éventuellement n'est pas encore bien distinguée. Ce que je comprends bien, c'est que les ontologies type triple RDF reconduisent une ontologie dure. Alors, elles reconduisent une vision du référent. Une vision du référent qui est un petit peu absolue. Après, elles sont aussi corrélées à des pratiques qui elles-mêmes sont nettement moins absolues. Il faudrait penser à la fois les ontologies comme des systèmes formels et la dimension pragmatique d'utilisation de systèmes formels en situation. Et ça, je rappelle que c'est un point notamment du programme qu'avait posé Carnap au niveau du cercle de Vienne en disant les systèmes formels ont des propriétés formelles, mais il n'y a pas de système formel bon ou mauvais ou de système formel adapté. Il n'y a que des systèmes formels liés à des cas d'utilisation, plus ou moins bons, plus ou moins adaptés. Et il y a une pragmatique sous-jacente. Chacun construit avec OVS sa propre ontologie, donc c'est une dimension d'usage. Tout dépend après justement effectivement des distinctions que tu opères. Est-ce que tu veux considérer que ta ressource est prise dans ton graphe, auquel cas, effectivement, si ton graphe transforme la ressource, elle a une dimension propre, elle est constituée au sein du graphe comme élément du graphe lui-même, ou alors est-ce que tu veux considérer ta ressource comme un élément auquel il est fait référence de manière stable et qui peut être partagé à l'échelle du web. C'est une histoire également, là, pour le coup, de savoir si tu veux poser un certain nombre de distinctions ou non, faire un certain nombre d'hypothèses et finalement traiter tes données comme étant en relation avec d'autres données. Voilà. Mais effectivement, c'est une histoire d'assemblage, finalement. J'avais prévenu, je n'ai pas dormi pendant 30 heures. Frédéric, Vincent, ça avez des questions? C'est-à-dire que tout était très clair. Oui, c'est très clair. Moi, c'est plus sur la pensée processuelle, en fait. Ouais. Frédéric Neff, qui a ontologie de processus, j'ai l'impression que c'est une pensée qui va pas jusqu'au bout, et donc qui pourrait peut-être se doter, et d'abord la pensée chinoise, qui essaie de penser, en fait, entre deux états stabilisés, parce que les processus dont tu parles, en tout cas j'ai eu cette impression-là parce que j'ai bien compris, c'est qu'on essaie de mesurer dans la perspective par exemple de la sémantique des altérations ce qui se passe quand on passe d'un objet à un autre, mesurer les écarts en fait. Les reprises. Ce serait de savoir s'il existerait une pensée qui aurait tenté de s'accaparer les travaux de François Julien par exemple sur la pensée chinoise, qui pense l'entreforme. Se passe entre deux états stabilisés. Alors, c'est ça le processus, hein, c'est ce qui offre un gîte et ce qui offre en même temps une errance. Si tu me demandes si Frédéric Neff va essayer de modéliser la pensée de François Julien, je pense que non. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apport plus pragmatiste dans cette pensée qui, à mon avis, est plus du côté de Pierre Livet, justement, dans cette, parce que c'est un livre écrit à deux, mais il y a des choses qui vont dans des directions un peu différentes, on le sent. Et c'est pour ça que je pense aussi, par rapport à ce que tu dis, sans faire forcément une connexion directe, parce que là, comme ça, c'est difficile, mais je pense que le passage d'une ontologie de processus à l'idée d'une ontologie d'opération, justement, va plus loin. Il y a l'idée d'aller plus loin que le processus comme ici, parce que l'opération de... La distinction, c'est aussi, moi, ce que j'avais essayé de mettre en avant, il y a aussi des opérations d'indistinction. Et ce qui est très important, sont aussi les opérations d'indistinction qui remettent du flou, qui remettent du vague, qui font d'une certaine façon disparaître l'entité,
avant éventuellement qu'elles réapparaissent. Et donc, ils permettent de penser des entités qui sont aussi des entités mal caractérisées. Et comment tu vas introduire justement D-Wave qui pense à la rupture dans l'exécution? Oui, oui, alors pour moi, l'ontologie qui a été proposée par justement l'ontologie de ces processus, pour moi, en fait, c'est une ontologie de la règle. L'ontologie dans les êtres sociaux, c'est une ontologie de la règle, mais qui essaye de penser les échecs de la règle. C'est le moment où le suivi de la règle ne fonctionne plus, et ça peut tout à fait fonctionner avec une ressource. Moi, je vais vous donner un exemple très, très simple. Quand j'ai fait la conférence PhiloWeb, c'était PhiloWeb, et ma ressource, c'était la conférence PhiloWeb. Ensuite, comme la conférence a fonctionné, il y a eu de nouvelles itérations, donc j'ai été amené à réviser les contenus que je publiais en ligne parce que ça ne correspondait plus à ma ressource, donc à réviser ma ressource corrélativement et à dire, bien, finalement, ma ressource va être ici, s'il faut dire plus ou moins générique. Alors, c'est plus PhiloWeb 2010, c'est les conférences PhiloWeb, et il y aura ensuite PhiloWeb 2010, 2011, 2012. Donc là, remonter à un niveau de généricité plus important, donc indistinguer ma ressource pour finalement pouvoir me laisser plus de latitude et recommencer le processus. Et ça, je pense que c'est des éléments qui sont très très présents dans ce web ordinaire dont tu parlais, c'est-à-dire quand on nomme, qu'est-ce qu'on est amené à réviser, et ça c'est des choses qu'on rencontre constamment, qui ne sont absolument pas étudiées. À mon avis, il y a tout un travail ethnométhodologique à faire sur le nommage sur le web, mais qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et il y a quelques procédures ou bonnes pratiques de nommage qui sont proposées, il y a surtout des mauvaises pratiques qui sont, on essaye contre lesquelles on essaie de mettre en garde. Par contre, il n'y a pas d'observation justement de ce que tout ceci suppose. Et je pense qu'effectivement, en termes de règles, de processus de révision, de panne, comment je fais maintenant parce que ça ne marche plus. Il y a pas d'enquêtes qui ont été faites au W3C, par exemple. Tu parlais du passage de l'ontologie chez les ingénieurs, chez les physiciens, c'est un objet frontière en fait. Oui. L'ontologie. Oui, il n'y a pas d'ethnographie qui ont été faites. Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. Moi, je m'étais penché sur les standards eux-mêmes. Mon terrain, c'était vraiment les standards et l'histoire de ces standards. Après, reprendre justement cette question, par exemple du nommage, parce que c'est quelque chose qui est en souffrance, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je peux dire je peux indiquer quelques mauvaises pratiques de nommage, mais là encore, on a des objets qui sont des objets un petit peu particuliers, parce que je dis toujours, bon, ça c'est parfois le cas, mais pas toujours, et il faudrait que ce ne soit jamais le cas. Alors, on met pas mal de modalités quand on présente ces objets, mais ce sont des modalités qui sont nécessaires. Donc, que sont ces objets qui nécessitent autant de modalités, finalement, et avec lesquels on est aussi mal à l'aise, parce qu'on peut dire, oui, vous pouvez trouver un cas anti-prototypique, si je puis dire, où une très mauvaise pratique va s'imposer pendant un temps X ou Y, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est une mauvaise pratique, ça ne devrait pas être le cas, et qu'on a un élément de normes et de jugement qui intervient très très vite pour pouvoir qualifier ces objets, parce que, d'une certaine façon, au niveau du web, on a des contraintes qui sont des contraintes structurelles ou autres, qui s'expriment, mais qui ne s'expriment pas directement, qui s'expriment sur le long terme, sur le moyen terme, et qui en tout cas, mais ne manquent pas quand même de nous faire rencontrer un certain nombre de difficultés, de problèmes. Là, il y a quelque chose qui dit non. Donc, je pense que cette idée effectivement de la panne, elle est très, très importante, et que le remède à la panne, finalement, c'est aussi plus d'indistinction. Ça aussi, ça peut aller un petit peu vers ce que tu dis. Ouais.